Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, c'est un ensemble de concepts, de technologies et de questions éthiques. L'intelligence artificielle a coutume de s'employer au singulier, oui, mais comment définir ce champ numérique si pluriel? Gros mot tech, c'est à suivre dans notre focus. Elle a une idée, tiens, elle derrière la tech, c'est Amélia Matar. Hello Amélia. Hello. Aujourd'hui, on va revenir avec toi sur ce qui va à peu près être le thème de l'année, la sobriété numérique et la pollution liée à Internet. Oui, aujourd'hui, je vais vous présenter un livre sur la pollution liée à Internet, destiné à des utilisateurs frénétiques d'Internet et ses réseaux sociaux, les ados. Absolument, les ados. Tiens, justement, on va continuer à en parler dans notre question du jour. Est-ce que je suis le boss de mes émotions? Est-ce que je la joue perso ou collectif? Internet et les réseaux sociaux, est-ce que ça peut vraiment me rendre fou? Bah oui, ça, ce sont des questions que les ados se posent et pour cause, leur cerveau est en ébullition. Oui, mais comment apprendre justement à mieux le connaître, ce cerveau, à mieux le maîtriser pour dédramatiser cette question qu'est la puberté? Comment est-ce qu'on se donne la chance d'être plus créatif, d'être mieux dans sa peau et ses apprentissages? Pour en parler avec nous aujourd'hui, Grégoire Bors, vous êtes le co-auteur de C'est pas moi, c'est mon cerveau aux éditions Nathan, professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation et puis surtout directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant au CNRS. Est-ce que je l'ai bien dit? Oui, très bien. Bonjour. Merci. Bonjour à vous Grégoire. Et puis Solène Boquillon-Legoasiou. Solène, vous êtes toujours la fondatrice de SoftKids, ça n'a pas changé entre l'été. Et puis vous avez surtout été récemment distinguée parmi les 40 femmes Forbes. Oui, les plus influentes de l'année 2022. Absolument, Forbes France. Mais d'abord, focus. Et c'est l'acronyme de tous les challenges IA pour intelligence artificielle. Un défi scientifique, un défi tech, un défi philosophique et éthique, mais aussi un gigantesque marché. Édouard Denuau nous aide à y voir plus clair dans les gros mots de la tech. C'est le terme au cœur de tous les débats dans le monde de la tech. L'intelligence artificielle, c'est le processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. Son but, permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. Pour y parvenir, 3 composants sont nécessaires. Des systèmes informatiques, des données avec des systèmes de gestion et des algorithmes avancés d'intelligence artificielle. Pour se rapprocher le plus possible du comportement humain, l'IA a besoin d'une quantité de données et d'une capacité de traitement très élevée. Le terme IA a été inventé en 1955 par l'ingénieur John McCarthy, considéré comme son pionnier. De nos jours, l'intelligence artificielle est indispensable au vu du nombre de données qui sont générées à travers le monde. Il est humainement impossible de toutes les absorber et les interpréter pour prendre des décisions complexes. L'IA est la base de tout apprentissage par un ordinateur. On la retrouve dans de nombreux objets du quotidien, dans les ordinateurs, les téléphones et les tablettes ou encore dans les assistants vocaux. Mais l'IA pose aussi un grand nombre de questions éthiques et philosophiques. Jusqu'où l'intelligence artificielle pourra-t-elle aller? Quels pouvoirs vont avoir les machines? Autant de questions auxquelles il faudra apporter des réponses dans le futur. L'IA est un tel marché aujourd'hui qu'il s'élèvera à 90 milliards d'euros en 2025, selon les estimations. L'intelligence artificielle dans tous ses états. Nous, notre question du jour, elle pourrait s'intituler IA versus QI. Parce que oui, on va jouer avec votre cerveau, avec mon cerveau aussi. Il va vraiment falloir, pour le coup, aider à m'aider à comprendre ce qui se passe dans ce cerveau à cet instant même. En tout cas, mes invités sont là pour nous y aider. C'est la première partie du talk. C'est pas moi, c'est mon cerveau. Après avoir lu cet ouvrage, vous ne pourrez plus jamais prononcer cette phrase justement parce que vous allez tout comprendre de ce qui se passe justement dans votre cerveau si vous avez 11 ans, certes, mais même un peu après. Moi, par exemple, à la lecture de votre livre, Grégoire Bors, j'ai appris plein de choses. Je rappelle que vous êtes co-auteur de ce livre exceptionnel, C'est pas moi, c'est mon cerveau, avec Mathieu Cassotti et avec l'illustratrice Clémentine Latron. C'est sorti il y a quelques jours à peine aux éditions Nathan. Vous êtes aussi le directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant au CNRS. On parle aussi de cette question du cerveau avec vous, Solène Boquillon-Legoasiou, parce que justement, ça fait partie des fondamentaux de SoftKids, de la pédagogie que vous mettez en application pour pouvoir aider les enfants à développer ces soft skills, ces compétences comportementales, émotionnelles. Pourquoi est-ce que c'est si important de comprendre ce cerveau ?
Parce qu'il nous joue des tours et que je pense qu'une fois qu'on comprend comment il fonctionne, ça nous permet d'aller vers la réussite et d'aller vers le bien-être. Que ce soit apprendre à apprendre, que ce soit la gestion des émotions, que ce soit... la collaboration avec les autres et comment les autres fonctionnent vis-à-vis de nous, il est important de savoir comment fonctionne le cerveau. Et ce qui est génial, et Grégoire va en parler, c'est que ça fait quelques années qu'on apprend plein de choses sur le cerveau. Et donc, il y a énormément de choses qu'on doit déconstruire et qu'on doit déconstruire en tant que parents vis-à-vis de nos enfants, parce que nous, on a toujours connu les choses comme ça, et donc on pense qu'il faut que ça continue comme ça, et qu'on doit déconstruire aussi pour nos enfants dans l'éducation, et comprendre comment le cerveau fonctionne, ça va aider, en termes, moi, de compétences socio-comportementales et de soft skills, à mettre les bonnes aptitudes en place et à... avoir des enfants qui ont des facilités au quotidien, que ce soit à la maison ou à l'école. Et qui vont mieux aussi et qui apprennent mieux parce qu'une fois qu'on comprend comment fonctionne justement le cerveau, encore une fois, il va vraiment falloir que je prenne des cours supplémentaires avec vous, Grégoire, ça nous permet aussi de pouvoir dédramatiser tout ce paquet d'émotions qui arrivent à la puberté. Alors je le disais tout à l'heure, le livre, vous le destinez d'abord aux enfants à partir de 11 ans, mais honnêtement, on peut tous et toutes le lire sur ce plateau. Je pense qu'on l'a d'ailleurs déjà fait pour une grande partie d'entre nous. On va continuer à apprendre des choses. Petite trivia, tiens d'ailleurs, quand vous étiez petit, je crois que vous vouliez explorer le cerveau des dauphins. Ouais, c'était ça mon idée. En fait, j'ai toujours voulu être chercheur depuis que je suis tout petit. Et moi, j'ai eu une particularité, c'est que j'ai pas été un très bon élève à l'école, donc c'est un peu un paradoxe. Et je me retrouve ici maintenant à essayer de comprendre effectivement comment le cerveau apprend, avec peut-être aussi justement cet angle-là de dire que peut-être qu'on m'a pas dit les bonnes choses au bon moment, peut-être que j'ai pas compris aussi l'enjeu des apprentissages. C'est ça aussi ce livre, c'est de dire que finalement il y a quelque chose que disait très bien Solène. L'enjeu, c'est effectivement d'en parler avec les ados et les enfants, d'avoir des connaissances sur ce cerveau qui est en train de se transformer à l'adolescence. Et c'est vrai que c'est quand même un angle mort un peu, non seulement de notre école, mais aussi de notre société. C'est-à-dire qu'on fait finalement peu confiance à nos ados, alors même que c'est une période faite évidemment de vulnérabilité. On sait que c'est une période dans laquelle on s'engage dans des conduites à risque. Il y a 4 fois plus de mortalité que dans l'enfance, alors même que c'est pas une période dans laquelle il y a des maladies chroniques. Et pour autant, c'est aussi une période de formidables opportunités. On pense à Greta Thunberg, on pense aussi à tous ces ados qui s'engagent. Et c'est aussi parce que leur cerveau fonctionne un peu différemment du nôtre. Et ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire en tant qu'adulte, c'est pour ça que je pense qu'il faut que les ados lisent, mais les adultes aussi. Ah, mais tellement. C'est effectivement d'avoir une perspective peut-être un peu différente et bienveillante vis-à-vis des ados. Bon, j'aurais bien aimé qu'on me le fasse lire à 11 ans. Il n'existait pas encore, mais bon, ça m'aurait aidé à comprendre plein de choses finalement, voyez-vous, sur moi-même. C'est très ludique, il faut le dire, il y a des quiz, des tests de personnalité. On peut les faire notamment avec ses parents, parce que c'est aussi ça la deuxième mission de ce livre, c'est de renouer le dialogue enfant-parent. Oui, c'était aussi ça le véritable enjeu, c'était de dire finalement, on voit bien qu'on fonctionne un peu avec les parents d'un côté, les ados de l'autre, et on ne parle même pas des enseignants ici, et que finalement la coéducation, c'est ça aussi, c'est que toute cette communauté éducative apprenne à communiquer les uns avec les autres. Et pour apprendre à communiquer les uns avec les autres, on a besoin de se connaître. Et je crois qu'il y a effectivement, c'était cet enjeu de ce livre-là, c'est de dire comment on s'adresse aux ados, avec une difficulté quand même, parce que c'est pas des grands lecteurs, donc il fallait trouver les leviers pour le faire. Donc il y a toute cette idée qu'au début de chapitre, on essaye soit de leur poser des quiz, soit de leur parler comme s'ils avaient une conversation WhatsApp et ainsi de suite. Et puis ensuite, l'idée, c'est effectivement de s'adresser à eux comme si c'était, d'ailleurs c'est ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres humains qui sont capables de compréhension de choses complexes. Et il y a aussi cette notion-là dans notre société, très ancrée. Les enfants, les adolescents, il faut leur parler simplement, ils ne comprennent pas tout. Non, ils comprennent des choses extrêmement complexes. Je peux vous assurer que quand on fait de la recherche sur le cerveau de l'enfant et de l'adolescent, on se rend compte qu'ils sont capables d'une complexité folle, d'une abstraction folle. Et c'était ça le pari de ce livre-là, c'est de leur donner aussi les clés scientifiques de ce cerveau en développement. Oui, parce qu'entre les quiz, on va aussi aller dans votre laboratoire, concrètement, Grégoire. Votre laboratoire est celui de Mathieu Cassotti aussi, pour essayer de comprendre, justement, quand on a réussi à décoder ses émotions, quand on a réussi à mettre des mots dessus, comment est-ce que ça fonctionne de façon très pragmatique dans ce fameux cerveau? C'est un organe, on peut apprendre à le muscler, à le booster, et honnêtement, vous passez en revue toutes les questions. Oui, il y a la question de la gestion des émotions, de l'influence des amis, de l'influence du groupe, du temps passé face aux écrans, du piège des fake news, des comportements à risque aussi, le cannabis, l'alcool notamment, et puis aussi la question de l'embrigadement avec le complotisme.
Oui, c'était l'idée finalement de repartir de toutes les questions qui se posaient dans cette période particulière de la vie. Donc il y a eu un gros travail en amont, effectivement, d'aller aussi voir des adolescents, parce que la particularité du laboratoire, c'est d'aller dans les écoles, d'aller dans les collèges, d'aller dans les lycées. Donc ça fait quand même maintenant, moi ça fait 12 ans que je suis dans ce laboratoire, je dirige depuis 3 ans. C'est pour ça que vous avez gardé un esprit très jeune. Oui, c'est ça. et d'avoir beaucoup de doctorantes et de doctorants et d'étudiants dans un laboratoire, je vous assure que ça vous oblige à rester jeune. Et c'est vrai que ça nous a permis aussi, en fait on est parti de leurs questions. Après avec ce qu'on avait nous comme réponse à leur apporter. Mais c'est vrai qu'on essaye de faire un panorama global des problématiques qui se posent à l'adolescence. Et on sait par exemple que sur les fake news, c'est quand même intéressant. On en parle beaucoup. On n'a quasiment pas de données. On est un des seuls laboratoires aujourd'hui, pas simplement en France, mais même dans le monde, qui étudie la problématique de comment les adolescents essayent de discerner les vraies des fausses informations. Et on a des données qui montrent que par exemple en 6e, ils le font très mal et que ça se développe au cours du collège. On sait qu'il y a déjà finalement une sensibilité aux théories du complot assez jeune à l'adolescence, et que le véritable enjeu, ça se passe en fait un peu avant l'adolescence. Parce que si je ne vous ai pas donné les armes avant pour pouvoir discerner les vraies des fausses informations, en fait, une fois que vous avez été exposé à une fausse information, c'est très difficile de la déconstruire dans votre cerveau. Ça fait aussi partie de la façon dont vous armez, si j'ose dire, les enfants, mais en tout cas en matière de soft skills, Solène, le fait de se dire que plus on commence tôt à pouvoir justement comprendre comment on gère ses émotions, comment on gère justement cette capacité à engranger aussi du contexte, de l'information, mais réussir aussi à séparer la vraie information de la rumeur. Plus on prend cette habitude tôt, de meilleurs citoyens ou consommateurs d'infos on sera. Ah oui, c'est capital. Nous, on a par exemple dans notre programme Esprit critique, donc qui s'adresse aux primaires, on a un jeu qui fonctionne pas mal sur les biais inconscients. Effectivement, enfin, on leur parle pas de biais inconscients, mais par exemple, on leur dit est-ce que vous pensez qu'il n'y a que les mamans qui doivent faire la cuisine? Et l'enfant qui répond oui, on lui dit peut-être que tu penses ça. On lui répond parce que c'est mal. Non, on lui répond peut-être que tu penses ça parce que chez toi, il n'y a que ta maman qui fait la cuisine. Mais va voir ton voisin en face, frappe à sa porte pour savoir si chez lui, il y a aussi que sa maman. Parce qu'il y a aussi cette idée de la découverte. De la découverte et de se dire que ce qu'on pense qui est véridique et qui se fait partout, c'est peut-être parce que juste on ne voit que ça. Et donc voilà, on leur explique qu'avant d'avoir une idée, peut-être se poser la question de « et si c'était autrement ?» Ça, c'est très important, ce que dit Solène Grégoire notamment, parce que c'est vrai qu'on réapprend à la lecture du livre aussi à réidentifier cet effet loupe, cet effet groupe aussi. Peut-être que l'importance d'une histoire entre amis, des inimitiés, ou aussi ces histoires de rumeurs qui vont se répandre, vont être très prégnantes au sein d'un groupe, mais quand on sort de cet effet loupe-là, quand on justement se donne la possibilité de penser autrement, de regarder le prisme et la perspective d'un autre ou d'une autre, on s'aperçoit que la vérité est peut-être ailleurs. C'est exactement ça. Et on sait qu'effectivement, l'adolescence, c'est une période un peu complexe parce qu'on est plus sensible au conformisme social. C'est-à-dire qu'on va avoir, quand il y a une position dominante dans un groupe, on a tendance à s'y conformer plus fortement qu'à d'autres périodes de la vie. Alors même que c'est ça aussi, l'esprit critique, comme le disait Solène, c'est aussi d'arriver à faire ce pas de côté. C'est-à-dire d'avoir une perspective hétérocentrée, un peu différente de mon propre biais égocentré sur le monde. Et c'est ça aussi que doivent faire les adolescents. Ils le font, je dirais, spontanément dans un certain nombre de situations. Mais encore une fois, l'idée de ce livre, c'est d'expliciter les implicites. C'est de dire à un moment, on laisse beaucoup trop d'implicite dans la façon dont on éduque nos enfants et nos adolescents, et que si on veut vraiment avoir un impact réel sur l'éducation, sur la réduction des inégalités éducatives, vous savez que c'est un vrai problème dans notre système éducatif. On est plutôt un pays dans lequel la protection sociale est bonne, et pourtant on a un système éducatif dans lequel les inégalités éducatives sont très fortes. Et donc le véritable enjeu, c'est celui-là, c'est de dire à tous les âges de la vie, et ça commence dès l'enfance évidemment, il faut se poser cette question de la progressivité pédagogique. C'est pour ça que ce livre, en fait, c'est une série de 3 livres sur le cerveau. On a fait un pour la maternelle, on en a fait un pour le primaire, et on s'est dit mais il ne faut pas qu'on laisse le collège. Et on voit bien que c'est un peu le parent pauvre en ce moment de la question éducative. Qu'est-ce qu'on a proposé réellement ces 5 dernières années ou ces 6 dernières années pour le collège et le lycée? Alors même qu'il y a un véritable enjeu là, notamment autour des compétences psychosociales, socio-émotionnelles, socio-comportementales. Et ce livre, c'est aussi une réponse à cela. On va revenir dans un instant à ce que cela dit aussi de notre système éducatif, de notre école aujourd'hui, et comment est-ce qu'on peut justement, en utilisant les capacités de ce cerveau, les soft skills aussi, réussir à co-construire l'éducation du futur. D'abord, j'avais envie de vous proposer de jouer, parce que encore une fois, il y a plein de quiz dans le jeu. Est-ce que, même nous, ici sur ce plateau, on connaît bien nos émotions et on sait les maîtriser?
Comme ça à la volée. Oui, peut-être, on n'est pas certain. De mieux en mieux. Ouais. Ok. Moi, je crois que je suis le plus mauvais exemple. Mais si je peux me permettre une parenthèse avant, je pense qu'on est d'une génération où, nos parents c'était pire, mais où on n'est pas à accueillir les émotions. Il faut toujours être en mode poker face, tout va bien, etc. Et là, c'est en train de changer, et c'est en train de changer parce qu'on est des parents à qui on dit il faut accueillir les émotions de vos enfants. Et donc, quand on commence à accueillir les émotions de ses enfants, on est obligé de pouvoir accueillir les nôtres, et donc de mieux se connaître sur nos émotions. Alors justement, on va voir si on se connaît bien sur nos émotions. Est-ce que tu es la boss de tes émotions, Solène, Amélia, le boss, Grégoire? Dans justement ce quiz, là, on apprend à savoir pourquoi ces émotions, elles vont en dents de scie à des moments, pourquoi est-ce qu'on est dans des très hauts, puis dans des très bas, à quel point on peut rester maître à bord de ces émotions. Juste une question comme ça. Ton ami t'a fait une remarque blessante devant tout le monde. Première proposition, tu fais comme si de rien n'était et tu répètes « je vais bien, tout va bien ». Deuxième proposition, tu vas lui parler quand vous êtes seul pour tirer tout ça au clair. Troisième proposition, tu en parles avec tes autres amis, eux au moins ils sont cool. On est plutôt proposition 1, 2 ou 3. On peut répondre les 3 peut-être. On peut répondre les 3. Allez, on va répondre les 3 pour Amélia, Grégoire. Ouais, je crois que malheureusement, je suis encore sur la proposition 1 pour ce qui me concerne. Proposition 1, on se répète, je vais bien, tout va bien. Solène, poker face. Moi, la 2. La 2, justement, on va justement en parler directement avec cet ami pour tirer ça au clair. Vous êtes une véritable mosaïque, justement, de la gestion de vos émotions. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, vous allez proposer aussi une solution en rapport avec ce qui se passe dans le lab et ce qui se passe vraiment au sein du cerveau. Concrètement, allez, on leur donne la réponse pour pouvoir être mieux maître de ses émotions. C'est quoi la notion clé à retenir? Déjà, c'est une notion importante, c'est que je crois que souvent quand on pense à la régulation émotionnelle, on pense qu'il faut supprimer ses émotions. En fait, c'est pas du tout ça la régulation émotionnelle. La régulation émotionnelle, c'est un processus qui va dans les deux sens. C'est-à-dire comment j'arrive à moins ressortir fortement les émotions négatives et comment j'arrive à ressentir plus fortement les émotions positives. Donc c'est déjà se mettre dans cet état d'esprit-là. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a deux grands processus de régulation des émotions. Il y a un processus qui relève plutôt finalement de l'habituation. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'extinction qui se passe dans notre cerveau. Plus on est dans la même situation, moins on va ressentir par exemple du stress dans cette situation-là. Je suppose que la première fois où vous avez présenté cette émission, il y avait plus de stress qu'aujourd'hui. Oh, évidemment. Un peu moins. D'émotions surtout. C'est ce principe d'extinction qui n'opère pas de la même manière chez l'adolescent. Il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que chez l'adolescent, ce processus d'extinction ne s'opère pas aussi efficacement, ce qui fait aussi qu'ils sont plus à même de rentrer dans des problématiques de psychopathologie parce que justement, quand il y a un trauma dans l'adolescence, il va avoir des retentissements beaucoup plus importants que chez l'adulte. Puis la deuxième partie, c'est la réévaluation. On parlait de ce pas de côté, c'est exactement ça. C'est de me dire, OK, je suis dans une situation très émotionnelle, comment je fais quand même un peu un pas de côté pour prendre en considération les états mentaux de l'autre, ses intentions et comprendre qu'en fait, peut-être qu'il n'y avait pas forcément une mauvaise intention derrière. Prendre justement le compte et j'allais dire même la température de ces émotions à leur juste valeur, c'est une chose qu'on commence vraiment désormais à pouvoir mieux amener auprès de ces ados, auprès de ces enfants. Mais est-ce que parfois c'est pas aussi, allez, on va quand même se le dire, en recours un petit peu en se disant non, c'est pas de ma faute, c'est mes émotions. Oui, je crois qu'effectivement, c'est pas une fausse excuse, pardon. Non, mais c'est ce qu'on dit. La régulation émotionnelle, c'est un travail. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se laisser en permanence envahir par ses émotions. Et ce qu'on dit très bien dans le livre, c'est de dire oui, c'est vrai que l'adolescence, c'est un peu particulier parce que le système limbique qui est au cœur de notre cerveau, qui va réagir beaucoup plus fortement qu'à d'autres périodes de la vie, il faut qu'on lui apprenne finalement à se réguler via son cortex préfrontal qui doit encore un peu se muscler dans les années qui viennent. Mais ça ne veut pas dire justement, tout ce qu'on a essayé de dire dans ce livre-là, c'est pas de déresponsabiliser les ados, mais c'est de leur dire, voilà, c'est plus difficile pour vous et on vous explique pourquoi c'est plus difficile pour vous et donc il faut faire plus d'efforts dans ce contexte-là. Solène, très rapidement. Moi, je pense qu'il faut accepter. Ce matin, c'était la rentrée scolaire. Moi, j'ai un de mes 3 fils qui me disait... C'était il y a quelques jours, mais c'est pas grave, Mais c'est tous les jours la rentrée, finalement. Il y a quelques jours, c'était la rentrée scolaire, et j'ai un de mes fils qui me disait « j'ai peur ». Surtout, faut pas lui dire « mais non, tout va bien se passer ». Je lui ai dit « mais c'est normal d'avoir peur ». Moi aussi, quand j'étais petite, j'avais peur à la rentrée scolaire.
Comme ça, il se dit que son émotion, elle est normale et que c'est normal d'avoir peur et que ça fait partie de la vie et on a peur comme on est joyeux, etc. Et ça, c'est un gros travail à faire et je vois encore des parents qui disent tout va bien, il n'y a pas à avoir peur, mais ça, c'est contre-productif. Alors, entre acceptation, justement, de ces émotions, la façon de pouvoir les maîtriser et le fait de se dire qu'on ne se tranche pas non plus derrière pour pouvoir affronter la réalité, on continue à parler de ce cerveau. C'est pas moi, allez presque, mais c'est mon cerveau. En tout cas, Amélia Matar, elle n'a pas peur, elle se prépare pour sa chronique. C'est juste après notre rendez-vous avec la Planète Tech. Et c'est le Zap avec Edouard Deniot. Sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Solène Boquillon, le Go As You pour Soft Kids. Rebonjour à vous, Solène, toujours en compagnie de Grégoire Borst pour LabCD, le laboratoire du CNRS que vous dirigez. Et puis ce livre exceptionnel, c'est pas moi, c'est mon cerveau, à les mettre dans toutes les mains et pas que celles des enfants de 11 ans. Et puis Amélia Matar. Amélia, je crois que tu as une idée derrière la tech. Et ce sera, encore une fois, une des thématiques de l'année, la sobriété numérique. Tu nous en parles brillamment aujourd'hui. Oui, alors à moins que vous ne viviez dans un frigo, ce qui ne me paraît pas très confortable, vous avez ce qui est pas mal finalement. Il y a des moments cet été où on aurait bien aimé. Voilà, donc vous avez sans doute remarqué cet été, il a fait chaud, un peu trop chaud, il va sans dire. Et à moins que vous ne viviez dans une grotte, vous avez bien compris, avant cet été j'espère, que ce réchauffement est lié à la pollution générée par l'homme. L'être humain est effectivement d'une créativité folle pour polluer, on le sait bien, Internet nous a grandement informés cet été. On pollue avec des jets privés, on pollue avec des jet skis, on pollue avec des barbecues, mais on pollue aussi avec ce qui nous informe de cette pollution, on pollue avec Internet. C'est ce que nous raconte tout en humour le livre « Cliquer, c'est polluer », paru en avril dernier aux éditions 404, écrit par Julie Martin. Vous allez peut-être me dire que c'est négligeable comme secteur Internet comparativement à d'autres secteurs en termes de pollution. Certainement pas moi, je ne vous dirai jamais ça. Mais en fait, le message des scientifiques du GIEC est très clair, les efforts doivent concerner tous les secteurs et en plus, quand on y regarde de plus près, le secteur du numérique n'est pas du tout anecdotique. Et dans ce livre coloré et joyeux, Julie Martin prend donc le parti de l'humour, comme je disais, pour que nos adolescents, qui sont largement consommateurs du numérique, se saisissent eux aussi de ce sujet.
Alors, il y a des blagues sur environ toutes les pages, ce que je trouve franchement vraiment courageux, car des blagues destinées à des adolescents venant de n'importe quelle personne de plus de 21 ans ont toutes les chances d'être reçues avec des mots de mépris, #boomer. Mais du haut de mes 38 ans, et je crois qu'on peut dire que j'étais adolescente il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, on était tous ados il y a encore à peine 6 mois. Voilà. Tout ça, c'est dans la tête finalement. Absolument. Du haut de mes 38 ans, je trouve que ce livre est vraiment très réussi. Il passe en revue tous les aspects du pays numérique et je vous en propose un tour rapide. Mais d'abord, un conseil à celles et ceux qui nous regardent, prenez un bloc-notes parce que ça déborde de chiffres clés et d'ordre de grandeur. Pour commencer d'ailleurs, si le numérique était vraiment un pays, quelle serait sa consommation de CO2 par rapport à la France, par exemple, d'après vous? Tic, tac, tic-tac, tic-tac, langue au chat. Eh bien, si le numérique était un pays, sa consommation serait celle de 4 fois la France. Donc, c'est pas mal. S'agissant du streaming vidéo, c'est colossal, par exemple. Le streaming représente 80% du trafic mondial de données sur Internet. Julie Martin rappelle à cette occasion que le streaming, comme toutes les données numériques d'ailleurs, s'appuie sur de bons gros câbles sous-marins. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Si vous avez plus de 16 ans et que le sujet vous intéresse, ou que vous avez moins de 16 ans et que vous en avez marre des blagues de boomer, et que vous souhaitez aller encore plus loin, je vous invite à lire un autre livre qui est celui de Guillaume Piton, L'enfer numérique, voyage au bout d'un like, qui est une grande enquête sur le coût matériel lié au numérique. C'est vraiment très chouette aussi. Pour revenir à notre livre du moment, Julie Martin donne des exemples saisissants. Par exemple, la chanson Baby Shark, pardon si vous l'avez dans la tête jusqu'à la fin de la journée. Merci, c'est fini. Alors voilà, merci pour ce week-end qui s'annonce extrêmement sympathique. Donc par exemple, cette chanson fort charmante, n'est-ce pas, postée sur la chaîne coréenne Pinkfong est la vidéo la plus vue de YouTube. Elle a été regardée plus de 10 milliards de fois, c'est énorme. Et elle a émis autant de CO2 que si on avait chauffé au gaz 2200 appartements de 50 mètres carrés pendant un an. C'est énorme. Mais on n'a plus de gaz, c'est terminé. C'est la fin de l'abondance. Tu le sais, ça. Oui, alors on se dit que quand même les archéologues du futur vont se poiler en étudiant notre civilisation. On apprend aussi que nos amis sur les réseaux sociaux ne sont clairement pas les amis du climat. Julie Martin prend un exemple d'une situation banale. Samedi soir, match de foot, on fait un petit selfie au stade qu'on poste sur Instagram, #match de foot. Bon, moi concernant, c'est #au secours. Votre pote assis juste à côté de vous consulte ce selfie, il est à 20 cm de vous. Eh bien, vous avez innocemment posté un selfie, il part de votre smartphone, il passe par des câbles du réseau, il est traité en petits paquets de données pour rejoindre le réseau Internet, il passe par des câbles de fibre optique au fond de l'océan pour rejoindre les serveurs Instagram, être traité, enregistré et publié, et il refait ensuite le même trajet inverse pour s'afficher sur le téléphone de votre ami situé juste à côté de vous. Alors bien sûr, le livre pointe aussi l'un des aspects les plus polluants quand on parle de numérique, les appareils. Clairement, il devient urgent de combattre le plus possible l'obsolescence programmée et de prendre soin de ces terminaux dont le sac à dos écologique est énorme. Donc le sac à dos écologique, je le rappelle, renseigne sur le poids caché des ressources naturelles et de l'énergie nécessaire à la fabrication de l'appareil. Un téléphone portable, par exemple, pèse entre 100 et 300 grammes, mais requiert 70 kilos de ressources naturelles liées grandement à l'extraction des métaux rares. On en a parlé aussi sur ce plateau, donc des composants électroniques. Je m'arrête là, mais le livre regorge d'autres exemples de ce genre qui interrogent en profondeur notre usage, peut-être un peu trop intense, du numérique. Bon, alors là, à l'heure qu'il est, on a tous envie de lâcher nos smartphones. Plus jamais on enverra de selfie, promis, c'est juré. Il y a quand même des leviers pour agir, il y a quand même des solutions. Oui, le livre se conclut par une série d'actions qui paraissent anodines, mais dont la somme, si elles étaient massivement mises en œuvre, permettrait une vraie économie d'énergie. En vrac, supprimer ces emails inutiles, se désabonner des newsletters, qu'on ne lit jamais, télécharger plutôt que streamer, conserver le plus longtemps son téléphone. Qu'il s'agisse du numérique ou d'autres choses, je le répète, il devient urgent de changer radicalement notre façon de consommer. Et s'agissant là encore du numérique, la pression sur les métaux rares est telle que l'autrice souligne qu'Internet pourrait tout simplement s'arrêter un jour, ne plus exister du tout. Bon, alors tout récemment, début août, le journal The Guardian relayait une étude scientifique qui estimait que le risque d'extinction de l'espèce humaine était grandement sous-estimé. Et entre nous, Internet sans les humains, c'est tout de même moins sympa. Ou pas. Franchement, il y a des moments où on se pose quand même la question, vraiment. Les internets, on vous aime, mais parfois, on se pose quand même des questions sur votre existence. Non, je rigole. On va y revenir justement, Solène et Grégoire, dans la deuxième partie de notre émission, parce qu'on va voir à quel point il faut aujourd'hui prendre en compte l'impact des écrans, l'impact du numérique, non seulement dans l'éducation, dans la façon dont ça influe aussi sur notre cerveau, notre plasticité, même cérébrale, au moment où le cerveau se forme. Mais je voulais juste revenir sur finalement la question qu'un
entendu Amélia ici, celle de l'éco-anxiété, on en a beaucoup parlé tout au long de la saison dernière, on va continuer évidemment à en parler cette saison. Aujourd'hui, Grégoire, vous qui êtes vraiment au contact aussi de ces ados, qui leur parlez tous les jours, vous sentez ce sentiment d'éco-anxiété qui continue à grandir ou finalement, en essayant d'apporter des solutions, on arrive à le faire diminuer? C'est une vraie question ouverte, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'éco-anxiété, elle est très liée à l'actualité. Je pense qu'à la fin de cet été-là, on est tous dans une anxiété écologique extrêmement importante, on a tous envie de s'engager pour l'écologie. On lance une étude dans quelques jours, alors plutôt chez les adolescents en fin de les 18-25 ans et puis les plus âgés. Et je peux déjà, la prédiction qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, si vous demandez quelle est la part d'anxiété écologique, l'intérêt pour les questions écologiques, l'engagement sur ces questions-là, ça va être très fort. Et je suis absolument persuadé dans 4 mois que quand il aura plu, qu'il aura fait froid, vous verrez que l'anxiété écologique va baisser, que la volonté de s'engager sur ces comportements écologique va diminuer. Et c'est ce phénomène d'extinction dont on a parlé. C'est-à-dire qu'on est dans un bain émotionnel très fort, avec une anxiété qui est générée par le contexte. Puis ensuite, l'habituation fait que ça dérape un peu. Alors c'est un peu différent chez l'adolescent, d'une part parce qu'ils ont moins d'extinction, et puis l'autre chose, c'est que c'est quand même eux qui vont être beaucoup plus impactés que nous. Nous, on ne sera pas forcément là pour s'en rendre compte, encore qu'avec le dérèglement climatique qui est beaucoup plus rapide, il est probable qu'on en ressente les effets, mais eux le ressentiront d'autant plus. Et donc, je pense qu'il y a effectivement une prise de conscience qui est plus forte chez eux, il y a une volonté d'engagement qui est plus forte de ce point de vue-là, mais je crois qu'il faut aussi retourner un peu la question, et c'est aussi ça l'enjeu du livre, c'est de dire, finalement, on se pose beaucoup la question de savoir quel est le monde qu'on va laisser aux enfants de demain. Moi, je crois que la vraie question qu'il faut se poser, c'est quels sont les enfants qu'on va laisser au monde de demain, parce que c'est eux qui vont trouver la solution, c'est pas nous. Nous, on a, et c'est ce que Solène disait, on est déjà trop perclus de stéréotypes, de biais inconscients qui font qu'on a du mal à appréhender la problématique du changement climatique. Eux, c'est moins le cas que nous, et c'est sans doute eux qui ont, en gestation, les vraies modifications globales de nos comportements qui vont nous permettre de lutter contre le changement climatique. Et justement, Solène, avec Soft Kids, vous essayez de leur donner des outils pratiques pour devenir ces enfants de demain et avoir justement cette version d'enfants futurs adultes qui pourront co-construire les solutions. Oui, on essaie vraiment de leur donner des outils, que ce soit la prise de recul, l'esprit critique, l'accueil des émotions, avoir confiance en eux, en leurs capacités, mais aussi vivre ensemble. Voilà, tout ce qui va faire qu'ils vont pouvoir évoluer dans ce monde qui change. Et d'ailleurs, l'OCDE, tout comme le World Economic Forum, disent que pour réduire tout ce qui va se passer en termes d'impact environnemental, il faut développer les compétences socio-comportementales parce que ça va être une des solutions à la crise climatique et écologique. Ces compétences comportementales, comment est-ce qu'on les prend en compte justement, aujourd'hui dans l'éducation, et comment est-ce qu'on peut justement imaginer l'éducation du futur? On en parle tout de suite, c'est la deuxième partie du talk. Alors c'est un chiffre, à 12 ans, 87% des ados ont déjà un smartphone, ils échangent sur les réseaux, ils jouent en ligne ou ils les consultent, ou ils consultent Internet tout court. Chez les 11-14 ans, 74% des filles se distinguent parce qu'elles possèdent déjà un compte sur les réseaux sociaux contre 69% des garçons. Ces écrans, cette technologie, ok, on le sait désormais, ils influent justement sur la façon dont notre cerveau va se construire, sur la plasticité aussi cérébrale, sur notre concentration. Comment est-ce qu'on les intègre aujourd'hui dans les apprentissages, Grégoire? D'une part, on prend conscience qu'ils sont là, que les ados les utilisent, et que, encore une fois, on est un peu dans la même problématique que celle dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a peu d'éducation finalement au numérique. Il y a beaucoup d'éducation par le numérique, mais il manque encore, je pense, dans notre école, quelque chose sur l'éducation au numérique. Et ça devient effectivement extrêmement important. C'est-à-dire comment on utilise de façon pertinente ces nouveaux outils. Alors, il y a effectivement l'impact écologique, d'avoir des bonnes pratiques, comme d'autres dans d'autres domaines. Mais il y a aussi, effectivement, l'idée de pouvoir utiliser de façon pertinente ces nouveaux outils, avec l'idée effectivement de comment on va combattre le cyberharcèlement, par exemple. Mais aussi peut-être d'éviter les idées reçues et de colporter finalement des idées qui sont totalement fausses. Par exemple, on sait que c'est très compliqué de regarder le lien, par exemple, entre bien-être et utilisation des réseaux sociaux. Parce que quand vous regardez en moyenne, sur tous les adolescents, il n'y a pas de lien entre les deux.
D'accord. Il n'y a pas de lien entre l'utilisation des réseaux sociaux. On a des et le données bien-être. précises. Il y a des qui nous données disent aujourd'hui. longitudinales qui sont les études qui sont les plus intéressantes. C'est-à-dire quand on suit les mêmes adolescents, une même cohorte d'adolescents dans le temps sur 3 ans, et qu'on prend en temps réel leur utilisation des réseaux sociaux et qu'on regarde s'il y a une variation de leur bien-être en fonction de l'utilisation plus ou moins intensive qu'ils ont des réseaux sociaux, il n'y a pas de lien entre les deux. Alors tout dépend, j'imagine, la notion et la définition de bien-être par ailleurs. On se souvient quand même notamment d'un des scandales révélés par Frances Haugen, la whistleblower de Cambridge, pas du tout, de Facebook tout court, c'était à l'automne dernier, qui faisait partie de ce comité d'éthique de Facebook et qui en avait claqué la porte pour aller faire des révélations sur le réseau, notamment une étude qui précisait que l'impact d'Instagram, qui fait partie de la galaxie Meta désormais et Facebook aussi, influer sur le comportement, notamment des pathologies élémentaires des jeunes filles. Oui, complètement. Et vous avez entièrement raison. Mais il faut bien comprendre que la difficulté qu'on a, c'est que quand on regarde au niveau du groupe, on ne voit pas forcément ces effets apparaître. Mais quand on regarde effectivement chez des adolescentes qui ont déjà des troubles de la perception de leur corps et qui en plus se retrouvent dans une situation de comparaison sociale, ça va amplifier les phénomènes. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on essaie de comprendre et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à expliquer aux adolescents. Il faut qu'on aille jusqu'à cette granularité-là. Mais pour le faire, on a besoin d'une chose, et il y a eu un appel notamment dans le journal Le Monde sur cette question-là, on a besoin que les plateformes ouvrent leurs données. On a besoin que les chercheurs puissent analyser ces données. Parce que c'est le seul moyen pour avoir des données un peu fiables sur cette question-là. Et tant que les plateformes refuseront d'ouvrir leurs données, on ne pourra pas faire les études qui nous permettront précisément d'avoir des vraies politiques de santé publique sur cette question-là. Monsieur, on lance un appel amical à Meta, à Twitter, à Snap, à TikTok, tiens, aussi si nous entendez. Ouvrez vos données, ouvrez la porte à vos données pour qu'on puisse justement avoir ces études, ces retours fiables. Les ados accros aux écrans, au téléphone, c'est un cliché absolu, Solène, ou même vous, chez Soft Kids, vous le repérez, ce phénomène-là? Nous, on a une utilisation raisonnée, c'est-à-dire que les jeux, en moyenne, ils font entre 5 et 12 minutes. Et on préconise de faire 1, 2, 3 modules maximum. Donc, on n'est pas sur cette addiction. Et en plus, nous, c'est un outil éducatif. En fait, je pense que tout l'enjeu des écrans, c'est le contenu. Et vraiment de savoir qu'est-ce que les enfants y consomment. Et un enfant qui va consommer un jeu éducatif comme Soft Kids interactif versus un enfant qui va rester toute la journée sur YouTube avec l'algorithme qui va lui pousser des choses, ça va pas avoir du tout le même impact. Donc il y a un vrai enjeu, je pense, d'éducation des parents et des enfants au contenu de l'écran. D'ailleurs, c'est un des conseils précieux de C'est pas moi, c'est mon cerveau, où on se dit, OK, on va dédramatiser l'utilisation de l'écran. De toute façon, l'écran, tu l'as entre les mains, dont acte. À partir de là, essaie justement d'aller chercher des contenus qui vont peut-être pouvoir te permettre aussi de diversifier tes apprentissages, ce que tu vas pouvoir y trouver, la façon dont tu vas aussi pouvoir te confronter à la réalité. On n'élude pas finalement ce qui est en train de se passer sur les écrans de nos enfants. C'était ça l'enjeu, c'était effectivement de ne pas avoir ce discours qui est un discours un peu catastrophique sur cette question collapsologiste qui est quasiment sur les écrans. D'une part parce qu'il est partiellement faux, c'est-à-dire que c'est pas ce qu'on a comme données dans la littérature. Encore une fois, je le dis aujourd'hui, peut-être que vous me réinvitez dans 2 ans et avec je vais plaisir. dire je me suis trompé. Même dans la saison, C'était terrible, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on peut dire aujourd'hui. Donc le véritable enjeu, c'est de leur faire prendre conscience qu'effectivement, il y a une qualité du contenu. Finalement, l'écran, ça n'est qu'un média. Donc le véritable enjeu, c'est de se poser la question du contenu. Et on voit bien, c'est pas tout à fait la même chose quand on regarde à la télévision une émission de télé-réalité, je vais pas les citer, ou si je regarde une grande émission de politique ou une émission culturelle ou l'école du futur. Je dis ça, je dis rien. Exactement. Mais je crois que ça, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire que si on simplifie, et je crois que c'est toujours ça la problématique aujourd'hui dans le discours institutionnel et dans le discours médiatique, c'est qu'on veut simplifier des choses et des phénomènes complexes. Non, il faut garder cette complexité. Et c'est tout l'enjeu de ce livre-là, c'est de maintenir cette complexité-là en disant les ados, ils peuvent comprendre ça, parce qu'ils comprennent plein de choses qui sont hyper complexes. Objectivement, ils font des choses en physique ou en biologie que nous ne savons plus faire, puisque nous avons oublié ça depuis longtemps. Mais je ne sais pas ce que vous voulez dire. Vraiment, c'est moche. Alors, je parle de moi, moi j'ai oublié. Et je crois que c'est un véritable enjeu, c'est-à-dire de leur dire, voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on ne sait pas, voilà les questions qui restent ouvertes de ce point de vue-là, et puis, rappelle-toi, pour te développer, il faut faire plein de choses différentes. On ne peut pas passer son temps sur les écrans, on a besoin de multiplier les situations d'apprentissage, parce que dans la vie, toute situation est une situation d'apprentissage. Solène, cette complexité, c'est vraiment aussi une des notions qu'il faut savoir maintenir. Oui.
Non, mais c'est très, très important de pouvoir comprendre ce qui se cache derrière et d'avoir un enfant qui comprend qu'il peut y avoir manipulation de l'information, manipulation de ce qui arrive devant lui et qu'il soit capable, en fait, de se faire sa propre opinion et d'avoir un esprit critique sur ce qu'il voit sur les écrans. Et puis après, je pense qu'il y a un deuxième enjeu, et je crois que c'est Grégoire qui disait ça dans une interview. Pour moi, l'écran aussi a un problème quand il fait écran à la relation enfant-adulte. Et je pense qu'on passe beaucoup de temps à dire à nos enfants « Ah, mais t'es trop devant l'écran, etc. » Mais nous aussi, on passe énormément de temps devant nos écrans. Donc à un moment, il faut aussi que nous, on se regarde. Et c'est vrai que moi, en vacances, j'aime bien regarder, observer... à la plage, à la station de service, etc. Et il y a encore trop de parents qui vont être assis dans un fast-food et qui vont être devant leurs écrans alors que leurs enfants sont en face en train de manger. Et donc, il y a un enjeu, je pense, où les adultes doivent aussi se regarder et avoir la bonne attitude responsable pour que les enfants comprennent comment bien les utiliser. Et moi, personnellement, petit témoignage personnel, mon enfant a tellement intégré cette idée qu'en tant qu'adulte, on est aussi consommateur d'écran qu'il n'hésite pas à me dire « ça ne te dérange pas que je sois là et que tu regardes ton écran ?» Et du coup, voilà, lui-même m'interpelle pour parfois, effectivement, je suis prise par une notification, des emails ou que sais-je, revenir dans la relation du moment présent avec son enfant. Quoi. Il a raison, Jules, de faire des alertes de temps en temps de ce type-là. Ça veut dire quoi concrètement de notre école aujourd'hui? Comment est-ce que justement on peut mieux appréhender à la fois ses compétences émotionnelles, à la fois cette gestion du cerveau, cette meilleure compréhension justement de la façon dont il fonctionne, pour pouvoir l'adapter à la pédagogie aujourd'hui? C'est une école dont vous rêvez, ça, Grégoire? L'école dont je rêve, elle est plus structurée en matière, elle est décloisonnée en termes de niveau, parce que vous savez qu'une des plus grandes inégalités éducatives, c'est votre date de naissance. C'est la période de l'année à laquelle vous êtes né, simplement parce que si je suis du début ou de la fin de l'année, ça va avoir des impacts directs sur mes apprentissages. Donc là, je crois qu'il y a urgence. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'on ait compris ce qui s'est produit au moment de cette crise de la Covid. Cette crise de la Covid, elle a relevé tous les points de vulnérabilité dans nos systèmes. Système de santé, mais aussi système éducatif. Un crash test c'est un crash test involontaire. Et on voit bien qu'on a une prévalence extrêmement importante de la dépression chez les adolescents, totalement explosée. On a quasiment doublé ou triplé. On a 40% d'adolescents qui ont des signes de dépression. On a des adolescents et des décrocheurs qui sont de plus en plus nombreux. On a une distanciation vis-à-vis, je dirais, des apprentissages et du pourquoi des apprentissages. Et notre école, au lieu de se dire, bon, ok, c'est le moment, en fait, je dirais, le point de rupture, on change réellement, on réinvente cette école, on lui donne finalement sa vocation première qui est de réduire les inégalités, mais finalement en se disant aussi comment on l'adapte au XXIe siècle. Enfin, on voit bien que notre école, elle est faite pour des problématiques qui sont les problématiques du XIXe siècle. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer à apprendre à faire du français, des maths, de la physique et de la biologie. Bien sûr, c'est extrêmement important. Mais d'une part, il faut dire le pourquoi des apprentissages. Il faut avoir cette conversation avec les ados. Puis la deuxième chose, c'est effectivement comment on fait pour les accompagner et pour expliciter les implicites de l'apprentissage. C'est-à-dire, globalement, leur transmettre très explicitement les compétences psychosociales, leur parler de leur cerveau, leur expliquer ce qui est en train de se passer dans leur tête, parce que finalement, comprendre que son cerveau se transforme au cours des apprentissages, ça paraît rien comme ça. Mais c'est énorme. C'est énorme de ce que ça produit en gain d'apprentissage pour les apprenants. Et puis la deuxième chose, c'est aussi leur parler du sommeil. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on sait que les adolescents, c'est la période de la vie dans laquelle les déficits de sommeil sont les plus importants. Tout simplement parce que leur cycle de sommeil est en train de changer et que leur pic de mélatonine est 2 heures plus tard que le nôtre. Donc c'est pas parce qu'en soi, ils ont envie de se coucher tard, c'est parce que physiologiquement, ils ont envie de se coucher plus tard. Et en plus, ils ressentent beaucoup moins la fatigue que nous. Et on a quand même un système éducatif qui, au lieu de repousser les cours de 2 heures, on sait que c'est une mesure qui coûterait très peu d'argent et qui aurait un effet direct sur la qualité des performances scolaires, si on est intéressé par les performances scolaires. Je rappelle que les usagers de l'école, c'est les élèves. C'est pas forcément les adultes qui les encadrent. C'est ni les parents, ni les enseignants, c'est les élèves. Donc il nous faut quoi? Il nous faut un Jules Ferry 4.0, c'est ça? On l'a peut-être déjà sur ce plateau, ceci dit. Non, mais je crois qu'il faut une refonte globale de nos programmes. Et il faut aussi qu'on puisse évaluer les programmes, parce qu'on évalue les écoles, on évalue les établissements, on évalue les élèves, on évalue peu nos programmes. Et très honnêtement, il y a un vrai travail à faire sur les programmes. Du feedback sur les programmes, rapidement. Amélia Solène.
Moi, je pense qu'il faut vraiment révolutionner l'éducation. Apprendre à lire, écrire, compter, ok. Mais pour apprendre à lire, écrire, compter, il faut être capable d'avoir confiance en soi. Je rappelle qu'on est 62e sur 65 des pays de l'OCDE sur la confiance en soi des élèves. Je ne vois pas comment les élèves peuvent réussir s'ils n'ont pas confiance en eux. Pareil sur le niveau d'anxiété des élèves, 62e sur 65 des pays de l'OCDE. Donc il faut que nos élèves aillent à l'école en ayant envie d'y aller, en ayant envie d'apprendre. Donc il y a un énorme enjeu et il faut comprendre que à la fois comment fonctionne le cerveau, mais à la fois comment je peux mettre en avant mes compétences socio-comportementales vont permettre d'augmenter la réussite scolaire et le bien-être des enfants. Et là, c'est un enjeu qui devient capital puisque je ne sais plus quel article, quel journal titrait la nouvelle pandémie, c'est la dépression de nos enfants. Allez, on va troquer le lire, écrire, compter pour pourquoi pas, aimer, rire et débattre. Tiens, voilà, c'est mon programme pour l'éducation nationale. Voilà, vraiment, je n'ajouterai plus rien. On va vous réinviter pour une deuxième émission parce qu'on a encore énormément de thèmes à voir avec vous, Grégoire et Solène. Merci en tout cas d'avoir joué autour de ce cerveau. C'est pas moi, c'est mon cerveau. Ça, c'est aux éditions Nathan. Et un livre coécrit avec Grégoire et Mathieu Cassotti. Vous pouvez donc vous le procurer dès maintenant, ce livre, pour comprendre enfin ce qui se passe dans sa tête. Et ça fait du bien. Merci évidemment, Solène. On vous retrouve avec les exercices et les applications pour Soft Kids. Et merci évidemment à Amélie Amatar. On te retrouve à la fois dans l'école du futur et on se retrouve aussi avec les applications coloris sans écran. On apprend à coder. Nous, on se retrouve dès lundi pour l'école du futur.